Le mont Beuvray, dans le Morvan, est une montagne aujourd'hui presque entièrement recouverte par une forêt de hêtres et de résineux. Comment imaginer qu'au temps des Gaulois, au 1er siècle avant notre ère, les Éduins, un des peuples les plus puissants du monde celtique, y avaient établi leur capitale, Bibracte. Protégé par un mur d'enceinte, l'oppidum, traduction latine de ville fortifiée, abritait à son apogée une population estimée entre 5 000 et 10 000 habitants. Les Gaulois n'ont pas laissé de traces écrites. Nous remonterons donc le temps avec la guerre des Gaules de Jules César qui a inscrit Bibracte dans l'histoire. Les fouilles du 19e siècle révèlent ensuite les premières fondations de l'oppidum. Aujourd'hui, Bibracte est devenu un des lieux incontournables de la recherche archéologique. Des archéologues de toute l'Europe celtique y travaillent. Au musée, les plus belles pièces trouvées sur le terrain permettent au public d'imaginer la vie quotidienne des habitants de la ville gauloise. Suivons un groupe de scolaires et laissons-nous conter sur le terrain l'histoire de Bibracte. Bibracte était donc la capitale des Éduins, un des peuples les plus riches de la Gaule. Il faut, pour se figurer cette ville d'il y a 2000 ans, faire abstraction de tous ces arbres. Il n'y avait pas d'arbres à l'époque ici. On pense d'ailleurs que le Morvan était beaucoup moins boisé il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Voilà, ici on arrive au centre-ville, avec échoppe, bâtiments publics. Donc tout ça on le commentera plus en détail lors de la descente. Vous savez bien sûr que Jules César a séjourné ici. Il a passé l'hiver 51 avant Jésus-Christ. Il y aurait rédigé une partie de ses commentaires. Concilium Bibracte Indicitur. Jules César évoque ici l'assemblée des grands chefs, puisque Vercingétorix a été élu chef de l'unité gauloise ici à Bibracte. On vient ici pour les deux côtés, le côté nature, le côté ambiance et le côté science, archéologie. Donc on trouve toujours son bonheur à Bibracte finalement. Alors autant vous le dire tout de suite, ce bassin c'est une énigme. C'est aussi un unicum. Jusqu'à présent, dans l'état actuel des recherches, c'est le seul bassin de cette forme oblongue qui a été mis au jour. Deuxième chose, c'est l'orientation du bassin, puisque le milieu du bassin est positionné en fonction des solstices. Il correspond à l'est au lever du soleil le jour du solstice d'hiver et à l'ouest au coucher du soleil le jour du solstice d'été. Les Gaulois aimaient les grands rassemblements. Sous ces tapis de feuilles, les ruines d'un temple ou d'un forum dorment peut-être encore. Bibracte aurait pu disparaître de la mémoire des hommes car la ville a laissé des vestiges modestes, pas de ruines monumentales comme en Grèce ou en Italie. Les archéologues interrogent les traces laissées par les architectures bois de la ville. Si on relie entre eux les trous laissés par les piliers porteurs, les fondations des maisons du Bibracte se dessinent sur le sol. Les Éduins appartenaient à la civilisation celtique. Les peuples celtes avaient une culture commune. Ils pratiquaient de nombreux échanges commerciaux, mais chaque peuple était indépendant au niveau politique. Jules César, proconsul romain, a de grandes ambitions politiques. Pour asseoir sa renommée, il profite d'un événement majeur de l'année 58 avant Jésus-Christ, la migration des Helvètes. L'ensemble du peuple helvète, 300 000 personnes, a décidé de quitter son territoire, la Suisse d'aujourd'hui, pour la Saintonge, la Charente actuelle. Voyage long et périlleux qui bouleverse les équilibres politiques du monde celtique. César attaque les Helvètes et les écrase à 26 km au sud de Bibracte. Et quod a Bibracte oppido aeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius millibus passum decem et octo aberrat, rei frumentarie prospiciendum existimavit.
Quand César dit qu'on était à 2 jours du moment où il fallait donner le ravitaillement à ses soldats, le règlement de l'armée romaine implique que par jour et par soldat, on lui donne un peu plus d'1 kilo de blé à chaque soldat. Et quand il part en campagne, il a dans son sac à dos environ pour 15 jours d'autonomie. Le reste, les légumes, la viande, il se débrouille. Il pique dans les fermes, il chasse, mais l'armée ne s'engage qu'à donner des céréales, c'est tout. Or, César, quand il court derrière les Helvètes, là, il est avec 30 000 hommes, plus vraisemblablement autant de personnel qui s'occupe des attelages, etc., du ravitaillement. Donc, mettons qu'ils ne nourrissent que ces 30 000 soldats, vous multipliez ça, mettons uniquement par 1 kilo, on est déjà à 30 tonnes jour. 30 tonnes jour, or César leur demande aux Éduins de livrer ça tous les 15 jours. Donc 30 par 15, on est à 450 tonnes. 450 tonnes de céréales qui sont stockées dans des grands greniers sur l'oppidum du Beuvray. Donc ça, pour nous, c'est la preuve que dans les années 50-60, l'oppidum est déjà équipé d'énormes greniers qui permettent le stockage. Et ça a été relativement confirmé par les fouilles archéologiques, c'est-à-dire que tout ce qui est autour du Beuvray est évidemment en culture, mais le spécialiste des macrorestes végétaux a même trouvé des mauvaises herbes dans les céréales qu'on trouve sur le site, et ces mauvaises herbes sont des mauvaises herbes de pays calcaires. Ça veut dire que le ravitaillement en blé couvre une surface qui va jusqu'à la vallée de la Saône, au moins. Donc quand un oppidum récupère comme ça des céréales, c'est sur un territoire qui est son territoire global. Jules César a fait entrer Bibracte dans la mémoire historique. Mais il restait la question de la localisation de la ville. Tout le monde s'était mis d'accord pour situer Bibracte à Autun, mais c'était sans compter avec Jacques-Gabriel Bulliot, qui sillonnait le Morvan à la recherche des traces de Saint-Martin. Quand les bergers amenaient leurs troupeaux ou des bêtes qui passaient sur le chemin, on entendait bien distinctement que ça sonnait pas de la même manière sur le chemin et sur le talus. Et quand Bulliot est arrivé sur le site du Beuvray dans les années 1850, il s'est fait conduire par un paysan qui lui a montré un petit peu, voilà. Il cherchait la croix de Saint-Martin, donc il voulait se faire indiquer cet endroit, donc on l'a emmené là-bas. Mais le paysan lui a fait faire aussi le tour de ces talus. Et le paysan lui dit, avant, il y avait une ville très très grande. Elle était si grande, la ville, que quand on ouvrait les portes, on entendait grincer les portes jusqu'à Nevers. C'est ce qu'on lui dit à Bulliot, quand on le fait se promener autour de ces talus, et voilà, sur cet endroit où effectivement on ne voit pas grand-chose d'autre que de la nature, en fait on lui raconte une autre histoire. Après les talus, les paysans indiquent à Jacques-Gabriel Bulliot des vestiges importants. L'homme de lettres acquiert alors la certitude que Bibracte se situe sur le mont Beuvray. Il convainc Napoléon III d'entreprendre des fouilles à grande échelle. Elles commencent en 1867. Les fouilles dégageront un premier rempart de 5 km et des quartiers d'habitation le long d'un axe central nord-sud. En 1897, le neveu de Jacques-Gabriel Bulliot, Joseph Deschlettes, prend sa succession. Le premier guide de tourisme et d'archéologie paraît en 1903. Par contre, à l'approche de la Grande Guerre de 1914, les fouilles s'arrêtent pendant plus de 70 ans. Le mont Beuvray n'est pas abandonné pour autant. Malgré ses pentes abruptes, le Beuvray a accueilli jusqu'au XXe siècle des foires et des fêtes annuelles, dont les processions de la chapelle Saint-Martin. Un concours de circonstances favorables va permettre la reprise des fouilles.
L'élection à la présidence de la République de François Mitterrand, qui aime le Mont-Beuvray, permet d'inscrire Bibracte dans la liste des grands travaux d'État. À l'époque, François Mitterrand était conseiller général et élu de Château-Chinon. Donc il avait déjà envisagé de racheter le site. Et ensuite, lors de son élection, Jacques Lang a décidé, poussé bien sûr par toute la nouvelle génération d'archéologues qui s'était formée depuis un certain nombre d'années, à relancer l'archéologie en créant 20 chantiers exemplaires, avec aussi un programme derrière, les jeunes et l'histoire, c'est-à-dire aussi réexpliquer l'histoire, remontrer l'histoire aux jeunes. Dans ce cadre, on s'est retrouvé en 1984 à refouiller le Beuvray, à démarrer le Beuvray. La particularité de la fouille du Bibracte, ça a été de tout de suite se dire on ne fouillera pas tout seul. On va fouiller à plusieurs et on va ouvrir la fouille à tous les collègues étrangers et français qui sont intéressés. Donc très vite, on s'est retrouvé dans une communauté d'archéologues qui étaient intéressés par l'Europe celtique. Toto by mohl být už poslední. Pojď ještě ku mně jeden. Images énigmatiques pour un visiteur que celles de cette équipe tchèque et slovaque qui sondent dans le brouillard le sous-sol du Beuvray en émettant des ondes électromagnétiques ou en analysant les déviations du champ magnétique terrestre. Les échos de ces ondes sont ensuite étudiés par des moyens informatiques au centre de recherche de Bibracte. Ce qui est intéressant, c'est que donc on voit un certain nombre de structures qui apparaissent, donc des structures qui étaient déjà connues puisque fouillées soit au XIXe siècle, soit plus récemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a également donc, des structures qui n'étaient absolument pas connues, comme cet élément circulaire. Donc c'est ça qui est intéressant avec ces méthodes géophysiques, c'est que ça permet de savoir où est-ce qu'on peut aller justement fouiller, notamment pour vérifier toutes ces structures qui apparaissent. Le rempart reconstitué et des chantiers de fouilles accessibles permettent aux visiteurs d'imaginer une ville qui se révèle petit à petit. L'établissement de Bibracte développe également tout un projet pédagogique en direction du public scolaire. Voilà, toujours comme ça. Sinon tu vas avoir mal au dos. Regardez, tu grattes bien avec ta truelle. Si la ligne elle est blanche, c'est sûrement un... Oui. Et si c'est orange? Et si c'est noir? Voilà. Maintenant, tu sais comment faire. Oui? Ça, c'est quoi? Du bois. Du bois. Alors, attention. Le bois, est-ce qu'il peut se conserver? Non. Non. Il se conserve seulement quand il est brûlé. Donc, c'est du charbon. Quand il n'a pas d'oxygène. Quand il n'y a pas d'oxygène, donc dans l'eau. Est-ce que là, on est dans l'eau? Non. Est-ce que ça, c'est brûlé? Non. Bah, regarde. Il est brûlé? Non. Donc, ça veut dire que c'est de quand? Ça date de quand? Pas longtemps. D'aujourd'hui. Hein? On est dans une forêt, c'est normal, ça? Bah, comment? Bon, je veux dire, regarde autour de toi, est-ce qu'il peut y avoir plein de branches, de racines, des choses comme ça? Ben voilà. Tu le mettras où? Est-ce qu'on le conserve? Dans ton seau. On ne déplace jamais rien. Hein? Quand on fait le ménage dans une fouille, on ne cache rien sous le tapis. Hein? On met tout dans le seau. La chose la plus importante, c'est de faire agir les élèves pour comprendre la démarche d'archéologie. Alors ici, les fouilles, on fête cette année les 30 ans de le premier coup de pioche des fouilles modernes. Donc forcément, ce qui est important, c'est que tout passe par l'observation et tout passe par la démarche de la recherche, en ce qui concerne la pédagogie. Les élèves qui sont ici, ils sont en séjour, donc ils restent 3 jours à Bibracte. Donc ils ont le temps de découvrir le site en faisant une visite
de balade et puis ensuite de pouvoir expérimenter comment les archéologues arrivent à faire parler les objets, à faire parler les vestiges pour comprendre et reconstruire la vie quotidienne dans le passé. Le mobilier archéologique trouvé dans les fouilles est conservé dans des espaces à l'abri de la lumière avec une température et une hydrométrie constantes. Ils sont ensuite lavés et analysés afin qu'ils soient à jamais sauvegardés pour la recherche scientifique. Ces objets sont précieux car ce sont les seuls liens qui nous rattachent aux habitants de Bibracte qui n'ont pas laissé de texte écrit, juste quelques bribes en alphabet grec sur des poteries. Ça va? Ça va, regarde, je suis en train de préparer les bois qu'on va emmener à Besançon. Ouais. Je suis en train de changer l'eau et de les laver. Et ensuite, on les remettra dans les bacs, on les remettra à l'abri de la luminosité pour pas que les micro-organismes se développent jusqu'à ce qu'on les emmène. Ouais. Et puis on pourra aller les étudier. C'est joli, on voit toutes les stries du bois fil, où oui. Les fils venaient... Oui, oui. C'est beau parce qu'il y a tous les récollages, ça complet, récolte tout. Ouais. Et c'est le seul métier à tisser en bois qu'on connaît en Gaule. Ouais. Andrea Fochesato, jeune chercheur italien, rédige une thèse sur l'architecture bois de Bibracte. Il s'entretient avec Vincent Guichard, le directeur de l'établissement. Il y a une organisation rationnelle de la production des éléments en bois qui sont utilisés pour la construction. Donc on a vraiment une production sur large échelle, les madriers, les poutres qui sont utilisés. On a vraiment une façon de construire à Bibracte qui est très, très organisée, très rationnelle. Donc on n'est pas dans le cas de l'individu qui récupère les bois dans la forêt pour se construire la maison. On est dans le cadre d'une vraie activité, on peut dire presque une économie de la production des bois et de la mise en œuvre du bois. Donc une économie de la construction du bâtiment, de l'habitat de Bibracte. On a une filière bois, clairement, c'est-à-dire que les bois étaient choisis, c'était des arbres parfaitement droits qu'on allait chercher, non pas sur les pentes du Mont-Beuvray, mais en plaine, des arbres qui ont un fil de bois très régulier, qui peut être facilement équarri. Et on a même l'impression qu'on sortait des bois avec des gabarits déjà pré-tracés, c'est-à-dire comme le marchand de bois, avec les poteaux porteurs qui faisaient 10 cm par 20 de section à peu près, les planches qui sont des grosses planches de 2-3 cm d'épaisseur et qui étaient le plus haut possible. Voilà. Donc on a, au travers de cet exemple de l'architecture bois, c'est tout un modèle économique qui est en train de ressurgir. Le musée de Bibracte est l'œuvre de l'architecte Pierre-Louis Falossi qui a obtenu pour cet ouvrage en 1996 l'Équerre d'argent, la plus haute distinction française en matière d'architecture. La nouvelle muséographie de Bibracte met en scène les 30 dernières années de fouilles. Le métier d'archéologue et la recherche scientifique sont explicités. Le visiteur est sollicité par des installations, des vidéos, des maquettes. L'ensemble est savant et ludique. Tous les publics peuvent y trouver leur compte. Une nouvelle figure du Gaulois se dessine au fur et à mesure de la visite. Nous voici maintenant dans la galerie inférieure du musée de Bibracte qui présente l'un après l'autre les différents secteurs de la ville gauloise. On va retrouver à chaque fois la restitution de vestiges archéologiques tels que les archéologues les ont vus en fouille, des vestiges qui sont restitués à l'échelle 1, donc en dimension réelle. L'exemple présenté ici, c'est celui d'un atelier de bronzier qui, comme on le voit, est composé de deux espaces. Un espace sombre où on travaillait le métal, où on le faisait fondre dans des creusets. On avait comme souci d'avoir une perception extrêmement précise et fidèle de la température du feu et du métal en fusion, ce qui explique le caractère très sombre du sol de
de cette partie de l'atelier. En avant, la deuxième partie de l'atelier, un espace beaucoup plus clair où on finissait le travail des objets. Dans cet atelier, on fabriquait pour l'essentiel des fibules, donc ces agrafes qui servaient à maintenir les étoffes du vêtement, des fibules qui étaient fabriquées ici selon un procédé standardisé. Les Celtes se sont peu représentés. Bibracte conserve néanmoins une tête en granit aux traits à peine ébauchés, d'une sobriété toute contemporaine. Mais l'art celtique s'est avant tout exprimé dans des objets utilitaires d'une grande richesse esthétique. Autre source, les pièces de monnaie. Les Celtes se sont appropriés des modèles grecs et se sont représentés de profil, de manière spécifique et très différente. Des animaux fétiches, esquissés sur le côté pile des pièces, peuvent être stylisés jusqu'à l'extrême. On se rend compte qu'il y a assez peu finalement de types d'animaux représentés. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il y a vraiment une sélection d'animaux qui a été faite. Par exemple, on ne représente pas de lièvre, on ne représente pas de poisson. Donc là, on sent qu'il y a vraiment tout un langage également derrière. Alors, ce petit sanglier qui est là a été découvert au XIXe siècle sur les pentes du mont Beuvray. On voit qu'il est complètement tendu. Il a la crête hérissée, les poils qui vont être dressés comme les chats en colère. Et puis alors une queue absolument somptueuse, tressée, qui est comme ça, qui fait une boucle sur son arrière-train. On sent bien l'intention très claire, ça va être vraiment l'agressivité du sanglier qui est mis en exergue. Si on choisit ces signes agressifs, c'est parce que là on est dans un symbole guerrier. On peut vraiment se demander pourquoi on dépense tant d'énergie depuis 150 ans pour aller exhumer ces pauvres tessons de poterie du sol de Bibracte. Ça fait, la durée des fouilles est plus longue que la durée d'existence de la ville. C'est un des paradoxes. La ville a été fréquentée habitée pendant un siècle et nous, ça fait un siècle et demi qu'on est là. Pourquoi on fait ça? Je dirais d'abord par la simple curiosité scientifique. Apprendre, appréhender un moment de notre passé qui est totalement inappréhendable par les textes. Il faut aller gratter le sol pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque de César et avant l'époque de César. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors évidemment, les bribes du passé que l'on récupère sont dérisoires. Ces tessons de poterie, ils ne parlent pas. On dit, l'archéologue essaye de faire parler les objets, mais c'est très difficile. N'empêche, ce sont les seuls témoignages concrets et ils ont beaucoup de valeur parce que c'est la façon qu'on a de se mettre en lien avec ses prédécesseurs d'il y a 2000 ans. Je parle de prédécesseurs et pas d'ancêtres. Ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'ancêtres quand il y a 60 à 80 générations qui nous séparent de cette époque. Notre histoire, elle commence aux Gaulois. On ne peut pas remonter plus loin dans le temps. Il n'y a pas de peuple auquel on puisse donner un nom avant l'époque de Bibracte. Donc quand on fait cette quête des origines, on bute toujours sur la fin de l'âge du fer, sur l'époque de Vercingétorix. D'où l'importance qu'a pris cette époque dans le récit des origines. Le récit des origines, c'est ce qui nous fait notre identité aujourd'hui. C'est ce qui fait l'identité de la nation française. C'est peut-être un peu ce qui fait une identité européenne. Donc ces Gaulois prennent une place importante dans ces discours sur l'identité parce que ce sont les plus anciens auxquels on peut donner un nom. Venir à Bibracte, c'est faire l'expérience du temps. C'est percevoir l'écho lointain d'une civilisation qui a laissé peu de traces matérielles. Le site n'a pas encore révélé tous ses secrets. 15% seulement des terrains ont été fouillés ou prospectés. Au fil des campagnes de fouilles, les archéologues de l'Europe celtique reconstituent le puzzle d'une histoire qui réserve encore
bien des mystères.